Je voudrais te remercier, Pierre, évidemment, de cette invitation, de cette proposition de faire une réplique du colloque que nous avions fait en couronnement justement du PCR de Frédéric sur Fabrique et identité d'une ville au Moyen-Âge, Saint-Émilion. Remercier aussi bien évidemment la Société archéologique de Bordeaux et puis tous les participants qui sont là ce soir. J'espère que je saurai répondre à vos attentes en matière de connaissances et de données sur ce vignoble médiéval de Saint-Émilion. Alors, je dois bien le dire, jusqu'à ce que ce colloque de 2008, vous voyez, ça remonte quand même un petit peu, m'incite à prendre pied dans ce vignoble de Saint-Émilion, je n'avais pas osé y toucher, je n'avais pas osé rentrer dans ce territoire. Je le savais ancien, hein, Frédéric Boutoul y avait relevé les premières mentions écrites de vignes dans les décennies 1080-1130. Et je le savais aussi très renommé à la fin 12e, début 13e siècle, parce que son vin, et c'est un peu vraiment pour le coup une singularité de Saint-Émilion, son vin est cité à au moins 3 reprises dans les sources littéraires de l'époque, et particulièrement dans l'une qui est la plus célèbre, c'est la fameuse Bataille des vins, du poète Henri Dandeli. C'est un poème en vers, une sorte de farce, une dégustation qui se joue, qui a été rédigé en 1224-1225 et qui fait l'éloge du vin de Saint-Émilion alors que Bordeaux est à peine cité. Et là, c'est vraiment une des particularités de ce vignoble que d'être présente dans ces sources littéraires du Moyen-Âge central, ce qui est évidemment nécessairement une trace, un témoignage de sa réputation et d'une réputation, je dirais, précoce. Alors, je n'y avais donc pas pénétré dans ce territoire viticole pour une raison simple, c'est que je savais que le terrain avait été déjà beaucoup labouré et que Saint-Émilion était aussi un de ces vignobles qui avait été le plus travaillé par les historiens, tout du moins pour le Bordelais. Et là, il faut que je cite quelques études référentielles. C'est d'abord celle de Jean-Christophe Tolgue, un étudiant de Jean-Bernard Marquette, qui avait accompli on disait un TER à l'époque, c'est-à-dire l'équivalent d'un master actuel sur l'occupation du sol et le peuplement de Saint-Émilion de la préhistoire à la fin du Moyen-Âge, qu'il avait complété d'une focale sur la paroisse viticole de Saint-Martin de Mazerat, et on lui doit les données essentielles, toutes les données foncières sur le vignoble médiéval de Saint-Émilion. Vous le verrez, je m'y appuie beaucoup. Il y avait aussi des études faites par Nathalie Mouton-Sepeau à partir de la seigneurie de Condat et Barbanne et donc de ses possessions dans Saint-Émilion, où elle avait essayé d'interroger la part du Moyen-Âge dans la création de l'appellation. Et enfin, bien sûr, je ne pouvais pas non plus oublier les travaux de Michel Bochaca sur l'ère d'influence de Saint-Émilion à l'extrême fin du Moyen-Âge, qui lui avait fait travailler les fonds notariés qu'il avait quelque peu croisé avec les archives municipales. De fait, Saint-Émilion est un vignoble qui a été, je le répète, parmi les plus travaillés par les historiens pour la période médiévale. C'est moins vrai pour les périodes plus récentes, on le disait tout à l'heure en aparté avant de démarrer cette conférence. Pour les époques modernes en particulier, et contemporaines également, il n'y a pas d'historiens mais des géographes qui se sont intéressés à Saint-Émilion, et en particulier évidemment Henri d'Angelbert, mais je le disais tout à l'heure, Henri d'Angelbert a plaqué sur Saint-Émilion le modèle tout à fait pertinent au demeurant qu'il avait établi pour le Sauternais et le Médoc, sauf qu'à Saint-Émilion, je trouve que le modèle ne fonctionne pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aurait vraiment matière archivistique à le mettre à l'épreuve, ce modèle d'Angelbert. Et puis, il faut surtout que je cite les travaux de Philippe Roudier, qui vraiment, avec ses étudiants, a tracé les grandes lignes de l'évolution du vignoble de la fin de l'Ancien Régime, du XVIIIe même, parce que Philippe a travaillé aussi sur les fonds XVIIIe, aux dernières décennies du XXe siècle, hein, et a particulièrement mis en exergue les bouleversements profonds qui ont été suscités par le développement des châteaux à partir du XIXe siècle.
De fait, on a là, je le répète, une historiographie assez riche, sur laquelle, bien évidemment, ce soir encore, je m'appuierai, et qui a guidé ma relecture, hein, qui ont fait quelque peu compilation, mais qui a voulu replacer un peu toutes ces informations sous l'angle d'une perspective que j'ai voulu d'abord plus comparative, parce que Pierre vous l'a dit tout à l'heure, je travaille sur d'autres vignobles suburbains de l'Aquitaine médiévale, donc ça me permet d'avoir cet effet comparatif. Et puis je le voulais aussi plus diachronique, j'ai voulu un peu, et vous le verrez dans mon plan, le penser sur la longue durée, hein, pour mieux mettre en exergue certains de ses traits singuliers. C'est un vignoble de fait sur lequel je me suis penchée à l'occasion donc de ce colloque de 2008, sur lequel je suis revenue dans le cadre donc du congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest de 2015, où nous l'évoquions aussi tout à l'heure. Nous avons été 7 auteurs, tant historiens qu'archéologues, à confronter notre regard sur la culture matérielle vitivinicole de Saint-Émilion. Et ça a été une belle opportunité, hein, pour reprendre un petit peu ce dossier. Ce dossier que moi j'ai interrogé surtout à l'aune des sources municipales, hein, c'est surtout j'y reviendrai tout à l'heure, à partir des délibérations et de la comptabilité de la Jurade de Saint-Émilion, ainsi que des sources normatives, hein, les statuts, les coutumes que j'ai interrogées, que j'ai pu essayer de remettre en perspective ce vignoble de Saint-Émilion, en m'interrogeant, je le disais, surtout sur sa construction en tant que territoire viticole, hein, comment il s'est constitué ce territoire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un territoire viticole dès le Moyen-Âge, s'interroger aussi sur ses singularités, sur ses similitudes avec les vignobles des autres agglomérations du Bordelais, voire de l'Aquitaine, et puis aussi se poser la question de la hiérarchie de Saint-Émilion au regard des autres villes viticoles, et ce essentiellement pour la fin du Moyen-Âge, puisque c'est là où les sources permettent véritablement d'en prendre la mesure. Donc, on va le voir. Je vais ordonner mon propos en bonne historienne en 3 parties, sachant néanmoins que la 3e partie sera plus conclusive et de ce fait plus courte. La première sera centrée essentiellement sur la géographie et les structures foncières, hein, du vignoble de Saint-Émilion. Puis nous verrons ensuite plus précisément ce que j'ai pu presser de la matière des registres municipaux, en voyant justement le gouvernement du vin par la Jurade de Saint-Émilion, et en voyant quels sont les domaines d'action de la Jurade de Saint-Émilion sur son vignoble. Alors, je vous propose donc de commencer par cette première partie interrogeant géographie et structure foncière du vignoble, que j'ai intitulé Un vignoble de terroir. Vous allez voir pourquoi, et pour lequel je me suis basée sur les données recensées par Jean-Christophe Stolg, qui avait donc fait un traitement exhaustif de l'ensemble des sources foncières qu'il avait pu rassembler à partir essentiellement des fonds seigneuriaux, comme aussi des actes notariés. Et c'est donc à partir de ce recensement, qui, vous le voyez, s'est fait par nature de culture et par paroisse, que j'ai différencié entre paroisse de la Palue et paroisse du Plateau et des Côtes, que je vais vous dresser un petit peu un descriptif de ce vignoble à la fin du Moyen-Âge. Un vignoble qui s'inscrit, vous le voyez, rien que par la nature des cultures qui vous sont données dans ce tableau, un vignoble qui s'inscrit dans un paysage qui, au demeurant, demeure assez polycultural à la fin du Moyen-Âge, et qui est marqué par une très forte influence des terroirs sur la répartition des cultures. Alors, par terroir, comme le mot, vous le savez, est toujours polémique et peut prêter à bien des usages, je reprendrai la définition qu'en avait fixée Jean-Claude Inwinkel, terroir au sens d'un espace cultivé présentant les mêmes caractéristiques topographiques, géologiques et d'exposition,
dont la combinaison engendre des paysages particuliers. Donc, vous voyez, des éléments qui relèvent du milieu, hein, et qui, à Saint-Émilion, effectivement, un milieu qui est assez contrasté. Hein. Vous avez ici les terroirs actuels de Saint-Émilion que vous connaissez bien tous pour l'essentiel et dont vous savez combien ce milieu est marqué, je le disais, par une partition extrêmement nette entre la partie, on va dire, nord, qui est celle du plateau, et la partie méridionale, qui est davantage celle de la Palue, hein, et de la basse terrasse de la Dordogne, avec en interface le relief de côte, hein, qui véritablement délimite ces deux milieux bien différenciés. Eh bien, la géographie du vignoble telle que j'ai pu la reconstituer à la fin du Moyen-Âge illustre parfaitement cette empreinte du milieu, puisque, on va le voir, autant la culture est éminemment prédominante sur les coteaux calcaires et sur le revers des plateaux, autant la vigne au XIVe et XVe siècle est pratiquement absente de cette basse terrasse sableuse et limoneuse de la Dordogne. Hein, on ne trouve quasiment pas de vignes dans cette zone de Palus, aucune n'est mentionnée à Vignonnet. Alors faites attention, ici, je ne sais pas ce qui se passe, mes couleurs ont varié. Et ça m'est très gênant. Excusez-moi. La vigne est en bleu. Initialement, elle était en mauve. Je ne voudrais pas que vous en soyez troublés. Hein. Donc, c'est bien cette couleur-là qui rejoint la vigne, alors qu'ici, ce sont davantage les terres. Hein. Donc, vous le voyez bien dans ces paroisses de Palus, ce sont les terres qui sont évidemment dominantes. C'est vrai à Vignonnet et à Saint-Pierre d'Armens, hein, où là, je n'ai que 1,50% de vignes qui ont été recensées. Il en est de même à Saint-Sulpice de Falérins, où les vignes sont très rares et disséminées dans un paysage dominé par les terres, les prés et les bois. Hein. Donc là, véritablement, des palus où la vigne est absente. Et c'est très étonnant pour la fin du Moyen-Âge, parce que, ou tout du moins, au niveau de l'axe Garonne, pardon, les berges constituent un véritable front pionnier pour le vignoble, hein, qui, vous le voyez ici, n'apparaît nullement. Hein. Donc, on a là des palus qui restent tout à fait consacrés essentiellement aux terres en emblavure, mais également et surtout, je dirais aussi, à l'élevage, puisque on se rend compte que ce dernier, à Saint-Émilion, constitue une filière très importante de l'agriculture, alors de Saint-Émilion, mais aussi du Libournais en général. Et c'est flagrant non seulement je dirais, dans la part des prés, hein, ou des espaces vacants de package qui demeurent à Saint-Émilion, mais ça l'est également en matière de législation municipale qui se montre très abondante sur toutes les mesures relatives au bétail, hein, et qui montre qu'on a là un secteur économique extrêmement important à Saint-Émilion. J'ai envie de dire que pour la fin du Moyen-Âge, je me demande s'il n'est pas à égalité avec l'économie du vignoble. Donc, en tout cas, les Saint-Émilionnais ont au moins joué, au-delà de la dimension vivrière des céréales, hein, bien sûr qu'il leur faut des céréales, ça c'est incontournable, on est dans des logiques d'autosubsistance, mais autrement, en matière de culture, je dirais, allez, on va dire plus spéculative, eh bien, le vignoble tient sans doute par égal avec l'élevage qui demeure important dans le Saint-Émilion de la fin du Moyen-Âge. Donc des palus qui restent en retrait de l'avancée viticole qui apparaît ailleurs, et notamment
dans les palus de Garonne. Mais en revanche, la vigne, vous le voyez, a colonisé toutes les paroisses du plateau, où là, elle dispose de sols et de reliefs qui lui sont éminemment propices. Hein, et on la voit épouser ce fameux relief en forme de feuilles de chêne de direction est-ouest, hein, qui entoure Saint-Émilion. On pourrait penser que là, le facteur géologique a pu jouer en matière de localisation viticole, mais en fait, je crois bien plus au primat du facteur urbain. C'est effectivement pour moi bien plus la présence de la ville, hein, qui est déterminante dans cette localisation du vignoble de Saint-Émilion, parce que c'est véritablement la ville qui est génétrice de la vigne, hein, et qui a généré son développement dans les paroisses les plus périphériques, immédiatement périphériques de l'espace urbain. Alors c'est particulièrement vrai de la paroisse de Saint-Martin de Mazerat, dont je vous disais que Jean-Christophe Tolgue avait fait une étude particulière et avait produit cette carte que vous voyez ici, où l'on voit effectivement combien la vigne s'y est implantée de façon assez dense, hein, sur le plateau calcaire, mais aussi sur la grande et la petite côte, ainsi que sur les pieds de côte, hein, dont on sait qu'encore aujourd'hui, on est là sur un des terroirs de grande qualité, hein, de Saint-Émilion. Et vous le voyez, ce territoire de la paroisse Saint-Martin de Mazerat correspond peu ou prou à l'actuelle partie rurale de la commune de Saint-Émilion, qui en sert la ville. On a donc là le vignoble d'immédiate proximité, hein, sur un petit rayon de 2 kilomètres, avec des secteurs particulièrement colonisés, notamment ceux qui sont orientés au sud. C'est vrai sur le plateau, dans des lieux dits comme Puy-Cogut ou encore comme le toponyme qui existe encore aujourd'hui de Peille-Genesto. Mais je vois aussi, on le voit sur la carte de Jean-Christophe, combien la vigne est présente sur les pentes, hein, de part et d'autre du vallon de Fongaban. Et là, on la trouve soit en îlot de monoculture, soit alors elle apparaît sous la mention de vigna et casao, c'est-à-dire de vignes et jardins. C'est dire combien la viticulture est associée au jardinage et combien on a là un vignoble qui est une projection des maisons des habitants hors les murs. Hein, le jardin et la vigne sont hors les murs pendant que la maison se situe intramuros. Hein. Et dans ce vignoble de Saint-Martin de Mazerat, comme d'ailleurs dans le reste, j'en ai attestation, j'y reviendrai plus tard, eh bien, l'espace viticole est structuré en quartiers, que l'on trouve sous l'appellation de cartes ou de quartiers, tout simplement. Alors, on a là le noyau central du vignoble de Saint-Émilion, mais si je reviens à mes pourcentages, c'est pas Saint-Martin de Mazerat qui remporte la palme en matière d'encépagement et de pourcentage de vignes parmi les parcelles recensées, c'est bien davantage, et vous le voyez, Saint-Laurent-des-Combes, hein, où là, la vigne occupe plus de 77% des parcelles. Hein. On a donc là une paroisse particulièrement encépagée qu'il faut totalement associer au vignoble suburbain de Saint-Émilion. C'est encore vrai aussi partiellement, mais déjà de façon moindre, par les paroisses attenantes de Saint-Hippolyte et de Saint-Étienne-de-Lys, mais vous le voyez, là, les tenures en vigne n'occupent en général que un tiers à un peu moins d'un tiers des parcelles recensées. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est de regarder l'importance, hein, de ce vignoble à Saint-Christophe de Barde, hein, où la vigne occupe 47,46% des tenures. On a donc là déjà un plateau bien encépagé, hein, une forte tonalité viticole pour cette partie nord du plateau. Alors là, sur ces espaces plus périphériques, je dirais, au regard du noyau suburbain dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, les vignes peuvent être parfois
aussi regroupées en îlots, mais elles sont pour la plupart en joual. Vous connaissez peut-être cette expression, c'est-à-dire qu'elles sont associées à d'autres cultures. En général, ce peut être des céréales, mais ce peut être aussi des cultures maraîchères, ou alors, par exemple, il m'est arrivé de trouver l'association de la vigne et du safran à Saint-Émilion. Hein. Donc, vous voyez, on peut avoir des associations comme ça, tout à fait communes en Bordelais et qui ont existé très tardivement. Le phénomène des jouals est un phénomène qui demeure encore très prégnant dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Hein. C'est donc là déjà quelque chose qui est en place dans le vignoble médiéval de Saint-Émilion, particulièrement dans ce vignoble, j'allais dire, rural de Saint-Émilion, hein, où là, il a moins ce caractère intensif qu'il n'a à proximité de la ville. Alors, de ce descriptif, hein, je voudrais, on retiendra, somme toute, une géographie assez, j'ai envie de dire classique, hein, je vais y revenir, hein, de ce vignoble de Saint-Émilion, un noyau, je l'ai dit, un noyau suburbain autour de la ville, avec des extensions méridionales et orientales sur le haut du plateau et la côte, des marges rurales où en revanche, la ville se fait plus diffuse, hein, émargeant par tâches, imitant le paysage qui demeure quand même assez polyculturel. Hein. Donc, un vignoble, somme toute, assez classique, et je voudrais le signifier, même si je ne rentre pas dans le détail de la possession foncière et des niveaux des seigneurs et des tenanciers, il n'empêche que, tout du moins dans toute sa partie la plus périphérique à la ville, eh bien, ce sont des habitants et des bourgeois de Saint-Émilion qui en sont les détenteurs, qui en sont les exploitants. Hein. Les seigneurs nobles et ecclésiastiques sont eux aussi Saint-Émilionnais, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais sachez que ce vignoble de proximité, ce noyau viticole qui entoure la ville, eh bien, ce sont des gens qui habitent Saint-Émilion qui le possèdent et qui l'exploitent. Hein. On a donc là véritablement, je le répète, une emprise urbaine très marquée et une construction urbaine. Le vignoble est né de la ville, hein, et de ses habitants. C'est important de le mettre en exergue et dire que là, ce n'est pas du tout une originalité. C'est là un fait que l'on rencontre dans non seulement toutes les villes de l'Aquitaine, mais que je pourrais tout à fait étendre à l'échelle de l'Hexagone, hein, où ces vignobles suburbains qui entourent les villes sont la possession et le fait des gens de la ville. Hein. Vous le verrez, parce que la logique première, elle est là aussi d'autosubsistance, et que ce vignoble, il a comme fonction première, j'y reviendrai, celle de l'approvisionnement de la ville. C'est ce qui explicite aussi cette emprise foncière et cette dimension vivrière qui fait parfois, je le disais tout à l'heure, associer la vigne au jardin. L'une des originalités de Saint-Émilion est sans doute qu'au moins en termes social, en termes de structure sociale, c'est que une partie de ces extensions les plus septentrionales, les plus rurales dont je parlais tout à l'heure, notamment à Saint-Christophe-des-Bardes, donne à voir que là, le vignoble peut être aux mains des ruraux. Et ça, c'est un fait qui est plus singulier, hein, parce que, par exemple, je n'ai pas du tout l'équivalent à Bordeaux. Je l'ai dans une moindre mesure à Agen, mais pour les parties les plus périphériques du vignoble d'Agen, que l'on connaît mal au demeurant. Et pour Bergerac, ça reste très minoritaire. De ce que l'on peut en connaître, mais là, le dossier serait entièrement à reprendre du point de vue foncier. Quoi qu'il en soit, cette implication des ruraux dans l'extension du vignoble est intéressante à noter pour Saint-Émilion. Pour autant, et j'en parle d'autant mieux aujourd'hui, ça me fait réviser quelque peu ce que j'ai pu dire en 2008. Si je reste dans la logique comparative, pour autant, ce qui me frappe, c'est que Saint-Émilion colle complètement au modèle du vignoble suburbain dans l'Aquitaine médiévale. Même si, vous allez le voir, il y a quelques singularités. En quoi colle-t-il au modèle ?
les récents travaux que je viens de faire et les tentatives que j'essaie de mettre en œuvre de modélisation des vignobles, d'établir une forme de modèle géographique du vignoble suburbain dans le monde médiéval, à partir de l'exemple de l'Aquitaine, m'a fait émerger ce qui va vous paraître une évidence, mais encore faut-il le montrer, c'est que les vignobles médiévaux qui entourent les villes sont essentiellement des vignobles de côte et de coteaux, et de hauts de coteaux. C'est quelques villes qu'on la prenne, et même Bordeaux, initialement son vignoble étant bloqué sur la terrasse et sur le haut de la croupe de Grave, on a là le schéma, le modèle global, c'est d'abord le vignoble de coteaux, et Saint-Émilion, en ce sens, véritablement colle au modèle. Il y colle aussi, je le disais tout à l'heure, parce qu'il est profondément vivrier, tourné vers l'autosubsistance. C'est la raison première des vignobles qui entourent les villes, et Saint-Émilion n'échappe pas à ce modèle, même si, évidemment, si Saint-Émilion est réputé, c'est aussi parce qu'il a aussi une dimension commerciale, et qu'une partie de sa production est destinée à des marchés lointains, particulièrement des marchés atlantiques, ce qui lui est rendu possible, évidemment, par la Dordogne, par cette autoroute du vin qu'est la Dordogne, même si, j'y reviendrai aussi, Saint-Émilion est quelque peu desservi par le fait que la ville est un peu loin de son port, et que cela oblige à des charrois qui ont leurs coûts, qui ont leurs difficultés logistiques, et que ce n'est pas, je dirais, à l'avantage de Saint-Émilion et de sa participation au grand commerce. Donc, il colle dans cette dimension à la fois vivrière et commerciale. Il colle aussi, je l'ai signifié, et j'enfoncerai le clou au fur et à mesure de mon propos, dans le fait qu'il est une construction urbaine, que ce sont les gens de la ville qui l'ont mise en œuvre, qui l'ont exploité, et qui en sont donc les producteurs, comme on le verra tout à l'heure aussi, à la fois les négociants et les consommateurs. Donc, vraiment, on pourrait le penser exemplaire, sauf que, je l'évoquais aussi, Saint-Émilion possède aussi des traits singuliers. Je l'aurais noté, c'est même mon titre de partie, cette adéquation entre espace viticole et milieu, celui du plateau et de la côte, est assez exceptionnelle dans son fixisme. Et en ce sens, Saint-Émilion est profondément et sur la longue durée un vignoble de terroir. Alors que si je regarde d'autres villes, Bordeaux comme les petites villes du Bordelais, toutes ces agglomérations ont pu certes centrer leur vignoble sur un terroir privilégié, je le disais initialement, des vignobles de côte, prenons celui de Bordeaux, qui porte le nom générique de Gravas de Bordeaux à la fin du Moyen-Âge, les Graves de Bordeaux, mais qui pourtant a trouvé sa dynamique et son expansion territoriale de la fin du Moyen-Âge, non pas sur les Graves, non pas sur les côtes ou les coteaux, mais dans les palus. Et c'est le cas de Bordeaux, mais je l'évoquais aussi de bien d'autres vignobles suburbains que d'avoir choisi ce front pionnier des palus pour leur expansion, et qui ont fait que le terroir originel a été, si ce n'est doublé, mais en tout cas a dû s'accommoder de l'utilisation d'autres milieux, d'autres terroirs, et particulièrement celui des palus. À Saint-Émilion, rien de tel. On a là, au contraire, une fixité spatiale pérenne, on le verra tout à l'heure en conclusion, jusqu'au 19e, et qui a profondément marqué l'identité du vignoble jusqu'à la définition de son appellation. Alors, comment l'expliquer? Et comment l'expliquer d'autant plus que dans la conception de la Jurade de Saint-Émilion, dans la conception qu'elle a du cru, c'est-à-dire de l'espace de production, allez, pour faire simple, je pourrais dire l'espace de l'appellation Saint-Émilion, cette définition du cru telle que produite par la municipalité de la Jurade de Saint-Émilion, eh bien, cette définition territoriale, c'est celle de la juridiction.
donc donnant ainsi toute potentialité de s'étendre sur d'autres terroirs que ceux de la côte et du plateau. Donc, les potentialités juridiques existaient. Donc, on pourrait, ça peut interroger d'autant plus sur cette fixité du vignoble. Je crois, moi, qu'il ne faut pas, mais je pense en historienne, il ne faut pas accorder trop d'importance aux facteurs pédologiques. Bien sûr que les gens de Saint-Émilion ont prêté attention à la qualité du sol et à son caractère plus ou moins propice à la vigne. Mais pour moi, c'est plutôt dans l'équilibre entre les différents secteurs agricoles de Saint-Émilion qu'ils ont pu justement ne pas laisser développer le vignoble. Je le disais, c'est Saint-Émilion s'était forcé à un équilibre subtil entre sa zone viticole, sa zone d'élevage, ses espaces céréaliers, et l'expansion de la vigne ne pouvait que bousculer cet équilibre qui était pourtant véritablement à la base de ce qu'on pourrait appeler le contrat de subsistance établi par la municipalité avec les habitants de Saint-Émilion. Et encore une fois, je crois beaucoup plus que cela a pu jouer sur les freins qui ont pu être donnés au vignoble. Et ce me semble un argument important. Pour autant, je pense aussi que ce vignoble a suivi le tempo et le rythme de la ville. Et le fait que cette fixité spatiale est peut-être aussi interprétée comme le signe d'une anémie qui soit à la mesure de la stagnation que connaît la ville dès la fin du Moyen Âge. Donc, c'est tout simplement peut-être une fixité qui est liée au destin de petites villes que Saint-Émilion traverse à partir de la fin du Moyen Âge. Donc, je chercherai plutôt des explications du côté, vous le voyez, de ces facteurs historiques plutôt que des facteurs pédologiques. Enfin, pour terminer sur cette partie, je voudrais évoquer évidemment une autre particularité de Saint-Émilion et non des moindres, c'est évidemment sa production. Sa production en vin qui, tout en rentrant aussi dans le modèle, on diffère quand même nettement, même si je nuance ce que j'avais pu énoncer en 2008. Parce qu'effectivement, alors qu'à la fin du Moyen Âge, les autres vignobles gascons fournissent, tout du moins en matière de vin à l'exportation, presque exclusivement du claret, donc, eh bien, Saint-Émilion affiche au contraire un large panel de produits. Ça encore, c'est pas très étonnant, parce que je retrouve ça dans d'autres villes, notamment celles du Haut-Pays, qui ont plutôt choisi la diversité plutôt que l'exclusivité du claret bordelais. Mais ce qui différencie Saint-Émilion, c'est sa grosse production de blanc. Le simple relevé que j'ai pu effectuer dans les sources municipales, qu'il s'agisse des délibérations ou qu'il s'agisse de la comptabilité, eh bien, quand on y relève les occurrences de vin dont la nature est donnée, à chaque fois, le primat du blanc est extrêmement clair. Ainsi, sur les 41 mentions que j'ai compulsées, 27, donc vous voyez 65%, se rapportent à du vin blanc, 7 seulement à des clarets, 5 à des rouges et 2 à de la piquette. On a là un primat du blanc qui est tout à fait exceptionnel et que je n'ai pas rencontré ailleurs. Je rencontre du blanc à Bergerac, j'en rencontre à Agen, j'en rencontre au peu à Bordeaux, mais à Bordeaux, ça représente à peu près 10%, alors que c'est au moins le double pour Bergerac et Agen. Mais vous le voyez, on n'est pas du tout dans le pourcentage que je viens de vous donner pour Saint-Émilion, et qui frappe par ce primat du blanc qui véritablement fait singularité de Saint-Émilion au regard des autres zones viticoles.
où sa production, parce qu'elle nécessite un pressoir, à la différence du claret, voire même du rouge, où la production du blanc est ailleurs beaucoup plus limitée et souvent réservée à une élite. Alors, j'ai été amenée à faire des hypothèses sur ce primat du blanc à Saint-Émilion, sur cette exception viticole. J'ai pu inférer qu'elle pouvait remonter au moment d'essor manifeste de la ville et de son vignoble, qu'on peut situer fin 12e, début 13e, au moment où le roi-duc s'installe à Saint-Émilion, au moment où il lui attribue une commune, hein, en 199, la charte de Falaise, et à un moment aussi où, en matière de goût du vin, et en matière de marché du vin à l'international sur des marchés de gros, eh bien, c'est le moment de l'acmé du vin blanc, et particulièrement des vins blancs du Poitou, de Saintonge et d'Aunis, qui sont ensuite écoulés par le port de La Rochelle, hein, et qui alors sont très prisés tant de la cour anglaise que aussi des Français, hein. Je vous évoquais tout à l'heure la bataille des vins, hein, où le roi de France, Philippe Auguste, boit très très prioritairement du blanc, hein, qui est vraiment sa boisson préférée après les vins grecs de Malvoisie. Donc, ce moment, fin 12e, première moitié du 13e, correspond vraiment au moment de l'apogée des vins blancs, avant que les clarets ne s'imposent à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, à un moment où La Rochelle a perdu sa position sur le marché anglais puisqu'elle est redevenue française en 1224, et où désormais c'est Bordeaux qui mène la danse, hein, sur le marché anglais, et c'est Bordeaux qui va imposer ce claret en primeur qui va devenir sa spécialité. Eh bien, Saint-Émilion aurait profité de l'élan des vignobles Rochelais, Saintongeais, etc., d'autant plus qu'il en est géographiquement dans la grande périphérie, si je puis dire, et cette situation privilégiée aurait été ensuite bousculée fin 13e, tant par la montée en puissance de Bordeaux comme capitale et comme pôle majeur d'exportation du vin, et parlons aussi évidemment de la naissance de Libourne qui n'a pas arrangé les affaires de Saint-Émilion, et Saint-Émilion n'aurait pas véritablement accompli la conversion, hein, qui se passe ailleurs où on se met à faire du claret en masse. Saint-Émilion serait resté sur le blanc, alors que le claret, hein, s'imposait partout comme la boisson montante, hein. Et à Saint-Émilion, c'est très étonnant, hein, ce claret que l'on ne voit pas s'imposer, ou alors tardivement, ou alors avec des procédés aussi curieux que celui que l'on voit apparaître sur ce registre de comptabilité de Saint-Émilion qui date des années 1499-1500. Vous le voyez, il y a une curieuse recette, je ne sais si vous arrivez à le lire, hein. Le trésorier note l'achat de 3 cartons de vin rouge et d'une barrique de vin blanc, le tout mélangé dans un fût pour faire du claret. On a là donc un bien curieux procédé, hein, qui ferait du claret une espèce de vin d'assemblage fait de mélange de rouge et de blanc. Je vous avoue que c'est là la seule mention que j'ai jamais rencontrée d'une telle fabrication du claret, que l'on fabrique bien autrement, qui est un vin de foulage, hein, issu de foulage. Et la recette est d'autant plus étonnante
que, de façon générale, la réglementation au Moyen-Âge veut qu'on ne mélange pas les vins, hein, au risque d'atteindre leur essence même, hein, et il est en général totalement interdit de mélanger les vins, du vin vieux avec du vin jeune. On ne mélange que du vin rouge sur du claret, enfin on houille du claret avec du vin rouge, essentiellement pour le colorer, mais ce sont là évidemment dans des proportions qui restent moindres, alors que là, vous voyez, on est quand même sur des capacités beaucoup plus importantes, et je vous avoue que je reste très perplexe devant cette mention. Quoi qu'il en soit, sur ce point-là, Saint-Émilion est en dehors du modèle, hein, c'est tout à fait évident. On va voir maintenant qu'on a là aussi un vignoble qui est sous étroit contrôle de la Jurade. Là aussi, dans tout ce que je vais vous dire, ça colle complètement au modèle. Et ce que je trouve à Saint-Émilion, hormis sur un point particulier qui est celui de la justice, mais j'y reviens, est tout à fait commun, et ce qu'on rencontre de façon classique, si je puis dire, dans les sources municipales, qui donnent à voir, donc, c'est celle que j'ai interrogée, hein, je le disais, les registres de délibération, qui à Saint-Émilion ne sont pas, on en a simplement que deux, hein, pour l'extrême fin du Moyen-Âge et le début du XVIe, et on a 8 livres de comptabilité de 1470 à 1513. Eh bien, ce que donne à voir cet écrit municipal du domaine d'intervention de la Jurade en matière de vignoble est tout à fait archétypal de ce que je rencontre ailleurs. Alors évidemment, chacun a ses spécificités au regard de la mesure de la ville, de la taille de la ville, au regard de ses implications diverses et variées dans le grand commerce, mais en l'occurrence, Saint-Émilion ne départ pas des autres villes de l'Aquitaine médiévale. Alors, d'abord, partout, c'est flagrant, les écrits municipaux donnent à voir la prégnance du vin dans la vie locale, hein. Je ne développerai pas ici tous les témoignages qui montrent sa fonction sociale et économique. On a là une boisson nourricière au cœur des relations sociales, des solidarités comme des conflits. C'est un supplétif à la monnaie dans le paiement des dettes, des rentes, des salaires, des récompenses. Donc vraiment, à Saint-Émilion comme ailleurs, le vin participe à ce qu'Arlette Higounet a appelé l'économie élémentaire, hein. On a là un produit qui ruisselle totalement et qui irrigue totalement tant l'économie domestique que l'économie globale, hein. Et ça, à Saint-Émilion comme ailleurs, je le répète, hein. Et c'est aussi vrai donc dans la gestion de la Jurade, dont on va voir que pour les Jurats, c'est un secteur éminemment réglementé. La particularité, je l'évoquais tout à l'heure, des délibérations municipales de Saint-Émilion, et je ne connais que Périgueux qui soit dans ce cas-là, c'est de donner à voir la pratique de l'exercice de la justice par la commune. C'est assez rare, par exemple, on n'a pas l'équivalent du tout, ni à Bergerac, ni à, pourtant Dieu sait qu'à Bergerac les sources sont belles, ni à Bordeaux, ni à Agen. Je connais que Périgueux, où on a là quelques éléments qui mettent au jour cet exercice de la justice et de la police municipale avec les audiences de la cour communale. Et si on la regarde dans les traitements qu'elle fait des sujets relatifs au vin, eh bien, on la voit agir tant sur des litiges relatifs au foncier que sur des affaires portant sur le commerce du vin. Alors, je ne vous parle même pas des rixes, des débordements divers et variés où la boisson a sa part, hein, où l'ivresse des buveurs a évidemment mal tourné. Alors, sur ce qui est du foncier, la Jurade intervient lorsqu'il y a transaction ou délit, hein, sur la perception des droits, que ce soit les prix ou les redevances qui n'ont pas été versées. On la voit aussi apposer le ban, c'est-à-dire faire une saisie le temps que la partie incriminée fasse droit, hein. Par exemple, quand un tenancier n'a pas payé ses redevances à son seigneur, la commune intervient et fait saisie. Elle peut aussi procéder à des mises aux enchères. On la voit aussi s'intéresser aux plaintes relatives aux atteintes à la propriété, et en particulier
tout ce qui est les droits de passage ou alors les dommages causés au bien ou à sa récolte, hein. Par exemple, je peux prendre le cas de deux frères, Arnaud et Johannes Faure, qui en mars 1494 sont condamnés pour avoir porté atteinte à la chose publique, hein, parce qu'ils ont planté et encombré de terre le chemin public adjacent à leur vigne à Saint-Laurent, hein. Donc vous voyez, la Cour communale va traiter de ce genre de questions, comme elle le fait aussi sur les déprédations commises sur la plante, hein, et sur sa récolte. Alors, je ne vous parle pas de toutes les affaires de raisins volés, de vignes arrachées, et surtout des dommages causés par le bétail et par les chiens, hein, qui sont là encore poursuivis. Elle intervient aussi en matière de conflits commerciaux. C'est surtout sur des affaires qui portent sur du vin non payé ou non fourni, hein. Et là aussi, le vin peut être saisi, mais ça oblige à traiter rapidement l'affaire, parce que sinon, évidemment, le vin se gâte et le demandeur en est bien gêné, puisqu'il ne peut pas faire profit de son vin. Alors, ce que donne à voir la justice municipale, on en trouve aussi le pendant dans la législation communale qui, par exemple, va statuer sur le package du bétail, hein. En juillet 1459, on voit par exemple les jurats faire une ordonnance pour que les porcs et les moutons soient interdits de pénétrer dans les vignes et dans les champs jusqu'à ce que récolte soit faite, hein. Donc, vous les voyez protéger les récoltes, de même qu'être attentifs aux différentes façons de la vigne. Mais finalement, là où la manifestation la plus ostentatoire de leur pouvoir de commandement se fait vraiment s'impose véritablement, c'est sur la question du ban des vendanges, puisque non seulement, évidemment, les jurats se sont emparés, hein, de cette compétence, mais encore cela oblige à une logistique, puisque il faut mettre en place un dispositif de surveillance, tant de la maturité du raisin que des fraudes qui sont commises, hein. Et on voit que dès la mi-août, souvent, le vignoble est mis sous vigilance, hein. Il y a des visiteurs, qui sont donc experts sur la maturité du raisin, des gardes qui sont délégués par quartier pour voir l'état de la maturité de la vendange, en même temps que pour s'assurer qu'aucun vol n'y a été commis, hein. Et les contraventions sont très nombreuses, hein, et ça montre que ce ban des vendanges ne faisait pas consensus, et que bien des habitants, bien des exploitants n'avaient qu'une peur, c'est que la récolte soit compromise, et essayer de vendanger plus tôt, hein. Donc, on a là véritablement une jurade qui se montre extrêmement vigilante là-dessus, parce que c'est aussi son moyen à elle d'assurer un contrôle sur la qualité du vin, dont évidemment la bonne maturité du raisin est la condition première. L'autre volet de la gouvernance municipale, et qui vraiment est au cœur de ces interventions, c'est la question évidemment de l'approvisionnement et de l'écoulement de la production. Alors là, à Saint-Émilion comme ailleurs, je le disais, la logique qui prévaut et qui domine dans la conception économique des jurats, c'est, je le répète, la logique de l'autosubsistance. Et donc, on fait d'abord du vin pour sa provision, hein, pour son beurre et pour son état, comme on dit au Moyen-Âge, hein, pour son boire et pour tenir son rang, hein. Et donc, ce n'est que le surplus ensuite qui est vendu, on va y venir, soit au détail, soit sur le marché local ou à l'exportation. Et cette nécessité de se pourvoir en vin nourricier commande ce que l'on appelle, ici comme ailleurs, le privilège de l'entrée, c'est-à-dire la capacité juridique de faire pénétrer les vins dans la ville. Et la logique qui sous-tend l'entrée, c'est que priorité soit donnée
au cru local, à la production locale, ça vaut autant pour à la production des habitants de la ville. Voilà, pour que je sois vraiment claire. Hein, il faut que le vin, il soit non seulement du cru de la banlieue de Saint-Émilion, mais qu'il appartienne aussi aux habitants et aux bourgeois de Saint-Émilion. Priorité leur est donnée. Hein, c'est eux qui sont seuls autorisés à entrer dans la ville. Hein, alors, souvent, c'est jusqu'à la Saint-Martin, voire jusqu'à Noël. Hein, et dans tous les cas, la logique, c'est que on ne peut entrer et faire écouler du vin dans la ville, faire entrer du vin étranger, pardon, et l'écouler dans la ville, que s'il n'y a plus de vin de Saint-Émilion qui reste. Hein. Donc, le vin étranger ne peut entrer et être vendu que faute de cru local. Hein. Et ça, cette logique-là de l'entrée, elle est commandée évidemment par l'importance du secteur vitivinicole pour la population, hein, pour, je le répète, tant pour sa provision on va y venir, les potentialités commerciales que cela met en œuvre. Et c'est donc une sorte de contrat politique que les jurats mettent en œuvre en défendant par ce type de privilège comme l'entrée qui est accompagnée d'usage de la marque pour identifier les vins, de mesures singulières. Hein. Ce privilège-là de l'entrée permet aux habitants et bourgeois producteurs d'avoir une position éminemment privilégiée et de s'assurer un marché captif. Parce que, effectivement, derrière l'entrée se profile la capacité de pouvoir vendre au détail. Et cette capacité de vendre au détail, elle est extrêmement importante. Elle tient là aussi des privilèges des habitants et des bourgeois, puisque au-delà des quelques tavernes publiques qui peuvent exister dans la ville et des taverniers publics qui peuvent exister dans la ville et qui permettent de débiter le vin au détail, chaque habitant producteur peut vendre à lui de sa porte. C'est ce que l'on trouve sous l'expression vendre à taverna, hein, vendre au devant de sa porte. Hein, vous mettez une enseigne, vous apposez votre barrique devant la porte, vous prenez un pichet à la bonne mesure pour vendre selon la jauge et selon le prix indiqué par la jurade, hein, et vous allez ainsi pouvoir très rapidement vous dégager des ressources financières. C'est là le grand avantage de la vente au détail. Ça permet de dégager très rapidement de la monnaie sonnante et trébuchante. Vous avez un impôt à payer, vous avez une dépense inopinée qu'il vous faut pouvoir payer, eh bien, vous allez mettre une barrique devant votre porte. En quelques jours, en 2-3 jours, vous l'aurez écoulé et obtenu la somme correspondant à vos besoins. Ce système-là qu'on voit peu à Saint-Émilion parce que les sources ne l'éclairent pas, on le voit très bien à Bergerac, on le voit très bien dans d'autres villes, hein, et couramment utilisé, permet donc de dégager des revenus tout à fait nécessaires et appréciables, en même temps que des potentialités monétaires, hein, avoir de la monnaie hein, pour ses besoins, qu'ils soient, encore une fois, divers et variés. Hein. Par exemple, je peux vous prendre le cas d'un seigneur à Bergerac qui demande, le seigneur d'Estissac, qui demande au consul de Bergerac de pouvoir vendre son vin dans la ville parce que sa mère vient de mourir et qu'il n'a pas l'argent nécessaire pour lui rendre dignement les honneurs. Et donc, il entend obtenir cet argent en vendant au détail une pipe de vin. Donc, vous le voyez, on a là un moyen extrêmement pratique de se procurer des espèces et on comprend de ce fait
que là encore, dans ce contrat établi entre la Jurade et ses sujets et ses habitants et sa communauté, eh bien, la vente du vin au détail soit réservée, exclusivement réservée aux habitants de la ville, comme aussi d'ailleurs de la banlieue. Donc, on a là véritablement un acquis très important et qui est toujours extrêmement prioritaire dans la réglementation municipale, qui s'intéresse beaucoup à cette question de ces débitants amateurs et occasionnels, j'allais dire de ces débitants citoyens. Mais vous me suivez, même si le terme est anachronique, ou en tout cas n'a pas le même sens au Moyen-Âge, c'est bien dans l'esprit que je souhaiterais que vous le compreniez. On peut s'interroger aussi sur le commerce de gros. Comme les autres municipalités, la Jurade est très peu interventionniste en matière de commerce de gros. On peut penser qu'elle pratique une sorte de laisser-faire valant encouragement. Néanmoins, attendez, voilà. Néanmoins, sa contribution, on le sait, de Saint-Émilion au grand commerce est bien attestée. Non seulement, vous le savez, faisant partie du bas pays, Saint-Émilion a le privilège de la descente des vins toute l'année, a une certaine modération fiscale sur les taxes douanières dont elle doit s'acquitter auprès de la royauté, auprès du roi-duc. Donc, ces privilèges, évidemment, sont des facilitateurs en matière de commerce atlantique. Mais de même, on sait, et Frédéric Boutoul l'a bien relevé dans les archives anglaises, qu'il y a bien du Saint-Émilion en Angleterre. On en trouve tant à la cour, où on voit le roi-duc demandeur, qu'on le voit également dans des garnisons du nord contre les Écossais, où on voit encore du vin de Saint-Émilion en Irlande. Mais Frédéric a remarqué combien, à la fin du XIIIe, me direz-vous, c'était des cargaisons relativement, entre guillemets, modestes, 50 à 70 tonneaux, qui sont souvent le fait de marchands qui sont associés par 3 ou 4 et qui donnent à penser qu'on a un négoce qui est certes en connexion avec les marchés atlantiques, mais qui reste encore modeste, et là aussi à l'échelle de la ville. Peut-être Saint-Émilion, déjà dès la fin du Moyen-Âge, souffre-t-il d'une faiblesse de son corps de négociant, de son corps de marchand. Et là encore, ces entreprises restent-elles limitées? Donc, la question de l'implication dans le grand commerce reste posée. Je terminerai sur cette seconde partie, avant de passer au conclusif, sur le vin comme moyen d'action politique. Là aussi, ce que fait la Jurade de Saint-Émilion avec le vin, je le rencontre partout, et où on voit vraiment combien le vin est utilisé par les communes pour en faire un moyen d'agir. Alors, à plusieurs titres. Bon, je l'évoquais en termes de contrat politique, en termes de paix sociale, l'idée qu'agir, réglementer sur le vin, favoriser la production comme favoriser le commerce, est évidemment agir pour le bien commun et pour une prospérité partagée. Mais ce qui guide, au-delà de cet esprit, la commune, c'est que évidemment le vin est une ressource fiscale, une source de revenus fiscal qui contribue à alimenter, comme partout ailleurs, très fortement le trésor communal. Alors, la taxe la plus ordinaire que perçoit la municipalité sur le commerce du vin, c'est la vinée, qui est une taxe perçue sur la vente du vin au détail et qui est donc affermée par la municipalité. Mais à cette taxe ordinaire, avec la guerre, avec notamment tout le chantier de rénovation de l'enceinte, eh bien, la Jurade a obtenu du roi-duc
la capacité d'imposer de nouvelles taxes extraordinaires. Hein. Alors, on le voit en 1408, hein, où le roi-duc Henri IV autorise la jurade à prélever pendant 12 ans une taxe par tonneau. Idem, en 1451, Charles VII va renouveler cette concession pour 6 ans, hein, de ce droit sur les vins et autres marchandises se vendant dans la ville. François Ier confirmera de même. Donc on a toute une fiscalité. Frédéric, là aussi, avait souligné sa part, et notamment sa part dans la construction de l'enceinte. Hein. Et il faut savoir que ces impôts extraordinaires, comme d'ailleurs l'ordinaire, visent prioritairement le marché essentiel, celui de la vente au détail. C'est là que c'est l'assiette la plus avantageuse en matière de commerce du vin, hein, alors que, a priori, à la différence d'autres villes, et en particulier Bordeaux ou Bergerac, donc des grandes villes exportatrices, il semblerait à Saint-Émilion, en tout cas je ne l'ai pas trouvé, que les exportations ne fassent pas l'objet d'une fiscalité municipale, hein, qui se concentre donc quasi exclusivement sur la vente au détail. Hein, mais je n'ai rien trouvé en matière de vente en gros, qui, une fois encore, semble épargnée. Alors, Saint-Émilion, comme aussi d'autres communes, utilise aussi beaucoup la politique des cadeaux en vin, tout simplement ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pots de vin. Sauf qu'au Moyen-Âge, ça n'a pas le caractère péjoratif et dépréciatif que ça a aujourd'hui, que ça fait au contraire totalement partie de la diplomatie municipale. Hein. C'est perçu, et là aussi je reprendrai Arlette Higounet, comme un fabuleux moyen de pression ou de corruption, un encouragement à l'action. Quoi qu'il en soit, le jeu des présents fait par la municipalité à des grands est véritablement consubstantiel de toute la diplomatie communale, hein, et elle est utilisée à plein pour faire aboutir les affaires de la cité. Alors ainsi, on voit de très nombreux dons adressés à de hauts personnages, hein, dont la commune sollicite le soutien. C'est vrai du sénéchal et de son lieutenant, du connétable, du maire de Bordeaux ou de Santclair, évidemment des hommes d'armes en temps de guerre, des grands que la ville soit honorée. Hein, quand elle reçoit par exemple Monseigneur de Candale, elle lui fait plusieurs présents, hein, avec toujours le vin blanc comme prioritaire. Hein, par exemple, 2 barriques de vin blanc ont été amenées à Bordeaux au logement du maire. Hein. Et ce qui est amusant, et là, je ne l'ai trouvé qu'à Saint-Émilion, mais peut-être était-il très procédurier, les jurats de Bordeaux de Saint-Émilion, excusez-moi, s'en servent également comme rétribution des hommes de loi, hein, qui sont utilisés dans tous les procès que Saint-Émilion a à Bordeaux, notamment auprès du Parlement. Hein. Et chaque registre de comptabilité fait état ainsi du vin des pensions des avocats et procureurs qui est envoyé à Bordeaux après avoir été dûment testé. Hein, et on présente ce vin aux avocats, aux juges, hein, dont on peut imaginer que Saint-Émilion espérait que cela quelque peu influe sur l'issue du procès en sa faveur. Hein. Donc, on a là véritablement une pratique des pots de vin qui est au cœur, je le répète, du réseau d'interconnaissance et des réseaux diplomatiques de la municipalité. Enfin, plus largement, la jurade use du vin pour ce que l'on pourrait appeler la sociabilité communale. Je le disais, récompense ou salaire accordé aux artisans qui travaillent pour la ville, rétribution des percepteurs de la taille ou des visiteurs des vignes, contribution aux joutes d'arbalétriers qui étaient organisées entre Libourne et Saint-Émilion. Eh bien, dans ces joutes d'arbalétriers, la jurade fournit de quoi boire. Et puis, bien sûr, la jurade ne s'oublie pas, puisque dans les nombreux dîners qui sont organisés entre jurats et officiers municipaux, seuls ou avec leurs invités, le vin est toujours de la partie, hein, et s'avère véritablement un adjuvant incontournable de l'action municipale. Donc, on aura vu hein, combien
ce vignoble de Saint-Émilion, par sa géographie, par, je dirais, sa disposition quasi modèle, ses singularités du vignoble de terroir, mais aussi la gouvernance qui exerce la Jurade, et déjà à la fin du Moyen-Âge, ce que l'on pourrait appeler un territoire très accompli, hein, un territoire viticole qui véritablement participe totalement de l'identité de la ville. Eh bien, ce territoire, il demeure figé jusqu'au 19e. À l'époque moderne, on lui voit que de faibles mutations, en tout cas d'un point de vue géographique. Si par exemple on s'amuse à comparer, alors je ne l'ai pas mis là, mais les sondages que j'ai effectués dans les fonds seigneuriaux du XVIe siècle, hein, qui m'ont permis de voir un petit peu l'évolution de cette géographie du vignoble à la Renaissance, mais aussi regarder la carte de Bellheim ici, ou encore la carte qu'avait dressée Philippe Roudier à partir du cadastre de 1847, vous le voyez, ce qui est frappant, c'est la permanence du paysage. Permanence du paysage, particulièrement de l'espace viticole, hein. Invariablement, le vignoble occupe encore, en ce début du 19e siècle, le plateau, la côte, sans avoir gagné la plaine, hein, alors que ça fait longtemps qu'on a des vignes dans les palus de Fronsac et de Libourne, hein. Et il y a véritablement comme modification que l'encépagement de la partie occidentale de la paroisse de Saint-Martin de Mazerat, qui très probablement s'est faite sous l'influence des négociants libournais, que Philippe Roudier a vu au XVIIIe siècle investir largement le terroir saint-émilionnais, hein, de Saint-Martin. Ce qui me frappe aussi, c'est que de ce que j'en connais et de ce que Philippe a pu en dire, il n'y a pas encore au XVIIIe ce que l'on voit partout ailleurs, des phénomènes de concentration foncière avec des domaines. Il n'y a pas de Bourdieu à Saint-Émilion, alors qu'on en rencontre, ou quasiment pas, alors qu'on en rencontre, que ça devient l'unité d'exploitation structurante que l'on rencontre partout en Bordelais, le Bourdieu étant peu ou prou, pour faire simple, l'ancêtre du château. Donc, l'un dans l'autre, il faut attendre tardivement, c'est-à-dire la mutation décisive, allez, un peu de la monarchie de Juillet, mais surtout du Second Empire, pour que le vignoble de Saint-Émilion connaisse une transformation décisive, hein. C'est d'abord, bien sûr, l'ouverture vers de nouveaux marchés qui va être permise par l'établissement du chemin de fer, hein, la ligne Bordeaux-Paris 1853, qui va permettre l'expédition des Saint-Émilion, bien sûr, vers la capitale et le nord, mais aussi vers la Belgique, hein. Et rajouter à cela l'arrivée des négociants corréziens et limousins qui vont générer de nouveaux circuits commerciaux, hein, en même temps que ça y est, Saint-Émilion est frappé par, j'allais dire, le remembrement, en tout cas par le phénomène des châteaux, hein, qui vont complètement restructurer les structures foncières de Saint-Émilion. Les maladies cryptogamiques et le phylloxéra ne vont entamer que partiellement cette dynamique assez extraordinaire, et vont même susciter, dans le cas du phylloxéra, l'extension des vignes de palu. Et c'est justement cette extension des vignes de palu qui génère, dans le contexte de la création des appellations, la fondation en 1884 d'un premier syndicat viticole dans un but de défense de l'appellation de Saint-Émilion, qu'il veut alors restreindre à la seule commune de Saint-Émilion. Et c'est en réaction à cette vision quelque peu restreinte qu'est créé 10 ans plus tard une sorte de contre-syndicat des communes voisines qui réclament que l'appellation leur soit étendue en vertu justement de leur appartenance à la juridiction de Saint-Émilion. Et ces lignes d'équation entre justement le terroir des côtes et de plateaux et la juridiction qui va laisser un moment l'affaire en suspens jusqu'en 1908, où une décision judiciaire va trancher et calquer l'appellation sur l'ancienne juridiction. On pourrait penser à une revanche de l'histoire, en tout cas celle de la juridiction, par la petite porte,
mais une décision de 1921 va finalement exclure les palus. On le voit, entre terroir et territoire, l'appellation de Saint-Émilion n'a pas cessé de se chercher. Je vous remercie en espérant ne pas avoir été trop longue et je suis à l'écoute de vos questions. Pierre Garrigou-Grandchamp nous disait que les caves, les carrières sous Saint-Émilion ne servaient pas à faire le vin, à le fouler, le presser, le préparer, etc., mais juste à le stocker en barrique. Alors, où le prépare-t-on? C'est bien, Pierre, la question se pose pour Saint-Émilion, comme pour bien des villes de l'Aquitaine médiévale. Après, ce qui est certain, c'est que, à mon avis, l'essentiel du vin se fait en ville. Hein, c'est-à-dire qu'au moment de l'entrée des vins, on transporte tant du vin que de la vendange. On n'a pas de témoignages et de traces explicites pour Saint-Émilion, mais ce que je vous dis là, je le trouve partout ailleurs. Hein. Donc, rentre dans la ville des raisins. Reste à savoir où ils sont foulés ou pressés. En matière de foulage, on peut imaginer que l'espace public puisse être utilisé, voire même pour le pressoir également. Mais on peut imaginer aussi que la pratique du foulage, voire du pressoir, puisse se faire aussi dans l'espace privé. Et dans l'espace privé, me semble-t-il, bien plus que les caves, ce qui est dominant à Saint-Émilion comme ailleurs, c'est évidemment avant tout le cellier, qui est le lieu par excellence, le lieu privé par excellence de fabrication, conservation, voire même vente à taverna, vente au détail du vin. Certains celliers étant plus j'allais dire apprêtés, étant plus décorés que d'autres, ou en tout cas plus voués à un usage commercial, et pouvant présenter une allure voûtée, qui ont fait des espaces d'apparat. Hein, David et David Souni et Agnès avaient remarqué cette faiblesse des caves que tu signifiais, Pierre, mais avaient noté la présence de caves voûtées, tant au manoir Gaillot qu'à la porte Brunet. Voilà, il n'y en a pas légion à Saint-Émilion, mais on est bien dans le même schéma d'utilisation d'espaces au rez-de-chaussée, qui partout ailleurs sont appelés celliers. Hein, voilà. Donc, je pense que Saint-Émilion ne départ pas de ce que je trouve ailleurs dans le monde médiéval, dans le monde aquitain. C'est très difficile d'établir des courbes de prix du vin. Ce que l'on a, c'est qu'on a des occurrences ponctuelles. J'étais en train d'en chercher une, je peux vous la trouver. Pour telle date, je suis à même de vous dire le vin de Saint-Émilion se vend au détail 20 deniers le carton. Pourquoi? Parce que la municipalité, à certains moments seulement, fixe le prix du vin. On peut imaginer que c'est dans des années ou de surproduction ou justement de sous-production, et qu'elle fixe un prix pour éviter de trop grands errements du marché. Hein. Mais la fixation du prix n'est pas systématique. Au-delà, le problème de ces mentions, par exemple 20 deniers le carton, c'est que valent 20 deniers, sachant en plus toutes les mutations monétaires, et que vaut un carton. Donc, c'est extrêmement difficile. Je suis incapable de vous dire combien vaut un carton à Saint-Émilion au XVe siècle. Je n'en sais rien. On peut imaginer, se dire, c'est de l'ordre de litres et quelques, mais c'est extrêmement délicat à cause de ça. Et il en est de même pour les prix du commerce de gros. Je peux vous dire qu'en 1415, la barrique vaut 15 livres, mais elle peut, 5 ans plus tard, en valoir 25 livres, avec une livre qui a dévalué ou qui a augmenté. Donc, le calcul des prix est extrêmement délicat. Alors, des questions de vaisselle urinaire et de métrologie. C'est une question dont vous imaginez combien elle est sensible. Hein.
Vous le savez, d'autant plus que les historiens économistes des années 60, les premiers à avoir travaillé sur le grand commerce, sont partis du principe que c'était les mêmes contenances qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le tonneau, que la barrique valait 225 litres, que la pipe de ce fait en valait 450 et que le tonneau en valait 900. Alors, c'est à partir de ça qu'ils ont monté toutes les estimations. Bon, ai-je besoin de dire qu'il faut reconsidérer beaucoup cette vision-là. D'abord parce que la conception de la mesure au Moyen-Âge n'est pas la nôtre et que cette vision cartésienne que nous avons n'y est pas. Hein. Vous trouverez des grands ou des petits tonneaux. Vous voyez ce que je veux dire? Les appellations varient. Et que de surcroît, vous le savez aussi, ça existe au Moyen-Âge comme encore aujourd'hui, la jauge du tonneau a toujours une marge de variation qui est de l'ordre de 5% actuellement, mais vous pouvez imaginer combien dans la fabrique de la tonnellerie médiévale, la marge pouvait être plus importante. Et on a, c'est flagrant dans le nombre de litiges qu'on a autour de ça. Vous voyez des marchands se plaignant que le tonneau était plus petit. Voyez, donc on voit bien que en matière de métrologie, il faut être extrêmement prudent. Et que moi, je ne parierai pas sur ça, de partir des niveaux actuels. Maintenant, bien évidemment, la question reste entière parce qu'on ne peut être que dans l'estimation et que, de surcroît, chaque ville a ses mesures. Bien sûr que la mesure bordelaise s'est imposée peu ou prou dans l'ensemble du bas pays, c'est-à-dire Saint-Émilion compris. Mais ensuite, si vous allez au-delà du bas pays, si vous allez dans le haut pays, chacun va avoir ses propres mesures. Et donc, c'est compliqué, là encore, de faire des estimations. Pour ma part, je vous avoue être plutôt sur des volumes qui me paraîtraient un peu plus bas, même pour Bordeaux. Je serais sur une barrique bordelaise qui serait plutôt proche de 200 litres que de 225 litres. Et il me semble qu'il faut reconsidérer un peu les estimations à la baisse et surtout être conscient que ce sont des estimations. Enfin, dernière réponse à votre question. Non, la bouteille, c'est 18e. Enfin, oui, il y a les premiers flacons vénitiens au 15e siècle, mais ça ne touche pas notre région. Et donc, en matière métrologique, le système est très arrêté. Ça se joue par un jeu de multiples et sous-multiples. En matière de vente en gros, c'est effectivement ce qu'on vient de dire, barrique, pipe, tonneau. D'abord, le tonneau qui s'impose jusqu'à la moitié du 14e siècle, avant que la pipe ne prenne le relais, puis se fait doubler par la barrique à la fin du Moyen-Âge, dans les usages et dans les référents de comptabilité. En matière de vente au détail, c'est plus compliqué. C'est effectivement, en général, le carton et le pichet qui sont les plus référents. Mais Pierre et moi vous dirons combien c'est délicat d'en connaître la contenance exacte, parce que le pichet des fouilles n'est pas le pichet des textes. Vous regardez la carte de Bélem qui date donc du XVIIIe siècle et aussi encore le cadastre de 1847, les palus ne sont quasiment pas encépagés à Saint-Émilion. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Saint-Émilion, en ce domaine, reste très en retrait du vaste mouvement d'encépagement qui a saisi le Bordelais depuis la fin du Moyen-Âge, qui a d'abord commencé par l'axe garonnais, avant de s'étendre au XVIe et sous l'influence des Flamands à l'axe de la Dordogne. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a singularité de Saint-Émilion qui n'a quasiment pas encépagé ses palus. Donc, c'est vraiment, encore une fois, à mon avis, dans le cadre de l'essor et de la transformation du vignoble sous le Second Empire, que le premier encépagement a lieu, accéléré par la crise phylloxérique, qui va faire de cette zone, évidemment, une zone qui semble sauver le vignoble alors que celui du plateau est atteint. Et donc, encore une fois, Saint-Émilion, en 1908, quand l'appellation englobe la juridiction, les palus y sont associés. Donc ça veut dire leur importance encore à ce moment-là, à la veille de la guerre de 14-18. Et ce n'est qu'après la guerre, en 1921,
que les palus en seront exclus. On le voit bien ici sur la carte. Encore une fois, alors, sur Bélheim, c'est flagrant. Il n'y a quasiment pas de vignes. Hein, et c'est encore le cas en grande partie ici. Donc, si on en trouve, vous le voyez, effectivement, dans certains prolongements, elle devrait être orientée différemment pour qu'on ça. On le voit ici dans certains prolongements, c'est ce que je dis ici, mais vous voyez bien que ces espaces-là, hein, en fait, c'est des îlots qui existaient déjà un peu au Moyen-Âge, des petits îlots qui existaient déjà au Moyen-Âge, qui grossissent. Mais enfin, vous voyez bien qu'encore en 1847, ce n'est pas la vigne qui est dominante dans les palus. Hein. D'accord. Pardon, sur la carte. Encore que là, les palus, ce sont des vastes zones et il y a des points d'îlots anciens qui apparaissent et qui sont peut-être un peu différents et peut-être que c'est ça qui est privilégié. Je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, je ne pouvais pas parler de tout. Alors, le principe du vin médiéval, c'est d'être en primeur. Hein, et vous imaginez les enjeux que ça fait en termes de marché. On comprend pourquoi tout cet avantage de pouvoir vendre son vin, qu'ont les vins du Bordelais, les vins du bas pays, de participer aux flottes d'automne, est conditionné par cette nécessité de vendre le vin en primeur. Alors, ce vin en primeur, il correspond à la fois à des de vinification qui, évidemment, vous le savez, font qu'on ne sait pas faire vieillir le vin et que même si on connaît des techniques pour le permettre un peu, c'est-à-dire on connaît le soutirage, on connaît le collage, hein, on ne parvient pas à aller au-delà de 2 ou 3 ans pour garder un vin. Mais je vous ferai remarquer que c'est là chose commune au moins jusqu'au XVIIe siècle, avec l'apparition des premiers vins de garde qu'on va trouver dans les graves de Bordeaux, puis ensuite bon, sur le Médoc, etc. Mais c'est vrai finalement jusqu'à la chimie pasteurienne, puisque on ne va comprendre la chimie du vin qu'avec Pasteur. Hein. Donc, le processus de vieillissement du vin, même s'il se met en place au XVIIe siècle, il demeure très empirique et sur alors des vins de distinction. Pour tous les autres vins, eh bien, le goût qui correspond à celui des consommateurs est le vin primeur. Et au mieux, on fait durer 2-3 ans le vin, hein, avec un vin vieux qui est souvent déprécié, hein, en tout cas qui ne passe pas pour le meilleur des vins. D'accord, je vous remercie. D'où le peu d'utilité finalement des caves. Oui, absolument, c'est tout à fait vrai. Il faut bien penser que les chais, les celliers sont des lieux d'entrepôt extrêmement temporaires. Bref, oui. Voilà, qui valent pour l'année, pour sa provision de l'année, comme pour le marché local et à l'export. Vous me permettrez d'être un peu sèche sur véritablement fin 17e, 18e siècle, où là, je suppose que Saint-Émilion participe du mouvement général des vins de Bordeaux et notamment vers les Amériques. Avant, alors, pour le Moyen-Âge, évidemment, jusqu'en 1453, c'est le marché anglais qui est prioritaire. Hein, le marché, quand je dis anglais, comprenant tant l'Angleterre que l'Irlande, avec également un vin qui va également d'Angleterre et réexporté aussi vers les marchés d'Europe du Nord. Hein, je suis, sans être experte en la matière, je suppose que comme on trouve du Bordeaux à Hambourg au XIIIe siècle, on y trouve aussi du Saint-Émilion. Bref, je veux dire, ces marchés atlantiques, nord-européens qui caractérisent le grand commerce médiéval du vin, des vins du Bordelais à cette période-là, Saint-Émilion est complètement là aussi dans le modèle et oriente ses vins vers ses destinations où je vous rappelle qu'on a quasiment le monopole, donc c'est tout au moins pour l'Angleterre, hein, donc c'est tout avantage pour cela. À partir du moment où Saint-Émilion, comme l'ensemble du Bordelais, redevient français après la défaite de Castillon et la reddition de Bordeaux en 1453, eh bien, les marchés vont devoir se réorienter. Ça met presque un siècle, c'est compliqué. Les Bordelais sont en la recherche,
sont encore orphelins de l'anglais, et progressivement, ils vont s'orienter vers les flamands qui deviennent véritablement le commerce, qui s'empare du commerce à partir de la fin du XVIe siècle et s'imposent au moins les 2 premiers tiers du XVIIe siècle. Hein. On a là un marché qui est sous influence des Provinces-Unies, et c'est aux Flamands que l'on doit notamment cet encépagement des palus dont on a parlé, et également, je devrais dire aussi, le goût du blanc également. Hein. Bon, bref, là je m'éloigne sur d'autres sujets, mais voilà peu ou prou les grandes orientations, hein, puisqu'ensuite, 17e, 18e, les îles d'Amérique, et vous l'avez vu, ensuite, 19e, le grand basculement. J'ai pas voulu là-dessus parce que le problème, c'est que pour le mot propriétaire n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, il y a 2 niveaux de propriété jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il y a le niveau de propriété qui est celui des seigneurs, hein, ce qu'on appelle le droit éminent, et qui confie à des tenanciers qui en ont le droit utile l'exploitation des vignes. Que je sache, pas plus à Saint-Émilion qu'ailleurs, mais c'est à vérifier. Les seigneurs ne se sont gardés, j'allais dire des réserves, oui, c'est ça, des espaces viticoles en gestion directe. Hein. En Bordelais, généralement, les seigneurs sont rentiers, ils donnent toutes leurs vignes à Ascenser et en retirent une part des fruits, une part de la vendange, un tiers ou un quart. Voilà. Alors, à Saint-Émilion, comme partout ailleurs, ce sont principalement des seigneurs ecclésiastiques, hein, mais malheureusement, on n'a pas les fonds. Il n'y a qu'un terrier, qu'un fonds seigneurial j'allais dire des bêtises, des dominicains, ou des franciscains, pardon, pour le début du XVIe siècle, hein, où on voit bien que l'essentiel de leurs biens en vigne est sur le vignoble suburbain. Hein. Pour les autres seigneuries de ce que l'on en connaît, hein, comme celle de Condat et Barbanne, elles peuvent être à la fois possessionnées sur le vignoble, mais aussi sur d'autres espaces de Saint-Émilion. Vous voyez, elles ne sont pas nécessairement centrées sur le vignoble. Hein. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ça, sur les propriétaires qui résident sur Bordeaux, je n'en sais rien. Je ne crois pas. De mémoire, dans les travaux de... Je n'ai pas vraiment travaillé sur cette structure sociale, mais de mémoire, dans l'étude de Jean-Christophe Tolgue, les Bordelais étaient extrêmement rares. Hein. 1 ou 2 individus à pouvoir avoir des vignes à Saint-Émilion. Donc là, pour le coup... je ne vois pas, en plus, je vois, enfin, sauf pour des affaires familiales et des liens de ce type, je ne vois pas pourquoi les Bordelais seraient venus investir à Saint-Émilion. Ils avaient d'autres potentialités sur place. Quant au Libournais, le fait est bien établi pour le XVIIIe siècle. Et encore très mal connu pour les périodes antérieures. Voilà, je ne peux pas vous éclairer davantage sur cet aspect-là. Libourne, ayant un vignoble qui était essentiellement de palus, a surtout phagocyté les vignobles voisins, Fransac, Saint-Émilion. Mais c'est surtout pas tant à l'époque moderne. Alors, j'aimerais bien pouvoir répondre à tout ce que vous me demandez. Mon problème, c'est que je n'ai pas de série. Et les quelques dates de vendange que j'ai, je suis passée sur ce point-là, parce que je ne voulais pas trop vous tuer sous les exemples, me donne à voir. Je n'ai pas de série continue, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne peux pas faire comme Bourgogne, comme ce qu'a fait Thomas Labbé en Bourgogne, à partir des archives cisterciennes, où lui, il a sur des décennies, là, on peut avoir véritablement établir des éléments climatologiques, parce que c'est le seul moyen, en tout cas, par les sources écrites, d'avoir des traces sur l'évolution du climat. Et moi, je n'ai que quelques mentions sur l'extrême fin du XVe siècle. Donc, vous le savez, à une époque où on considère que se met en place ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, hein, un refroidissement qui s'affirme à la fin du Moyen-Âge, mais ne devient surtout pas tant qu'à l'époque moderne. Et là, j'ai vraiment quelques mentions. Par exemple, en 1458, je sais que le 15 septembre, la récolte a commencé.
voilà, mais attention, il faut se méfier parce qu'il faudrait, attention à ces dates-là, parce qu'il faudrait calculer en fonction du calendrier, de convertir ce calendrier qui est encore julien en calendrier grégorien, donc enlever presque 10 jours à ce que je vous dis. Donc vous voyez, ça fait une date des vendanges il faut ajouter, pardon, ce jour, et ça fait une date des vendanges qu'il faut reculer à fin septembre. Mais et ce que je vous dis pour Saint-Émilion, j'y arrive pas plus ailleurs. Je n'arrive pas à avoir de série. Et donc, c'est vraiment difficile. D'autant que je vous disais que le banc des vendanges est une manifestation évidente du pouvoir de commandement des jurats, mais paradoxalement, on le voit très peu à l'écrit, où c'est de manière extrêmement ponctuelle. Et donc, beaucoup de choses devaient se passer à l'oral. Merci. Voilà. Et, je me souviens de Yann Laborie, un jour, qui m'avait parlé à la fin du 15e, au basculement du marché, les Hollandais, Allemands, etc., le commerce du Nord, 16e, préféraient un vin plus sec, et les vendanges étaient plus tôt donc, que les Anglais. Oui, je l'ai très bien vu pour le Sauternay. C'est d'ailleurs la façon de voir arriver les liquoreux, les vins liquoreux, que ce soit celui de Montbazillac ou que ce soit celui du Sauternay de Sainte-Croix-du-Mont, on les voit arriver parce que justement, les exploitants se plaignent que le banc des vendanges, il est de plus en plus tard. Et eux, ça les affole de voir la vendange pourrie. À mon avis, quasi nul, parce que, regardez, j'y ai fait allusion dans mon propos, la viticulture comme un jardinage, et l'essentiel de la viticulture se fait à la main, à la bêche, et par ailleurs, les vignes sont en foule, c'est-à-dire qu'elles sont très peu alignées, de fait, par le fait du provignage, hein, et de fait, l'usage d'animaux y est compliqué et ne va vraiment s'imposer qu'au fur et à mesure qu'on va imposer les vignes à l'arère. Mais ces vignes à l'arère, on ne les trouve véritablement à la fin du Moyen-Âge que dans les vignobles de pointe, par exemple. Franchement, pour le Bordelais, à part les vignobles de l'Archevêque, je ne connais pas vraiment de vignes à l'arère. Donc, l'usage de l'animal me paraît très limité pour ce qui est des façons de la vigne. En revanche, évidemment, l'animal va jouer un rôle dans les transports. Et c'est pas rien. Ah oui. Les bêtes de somme, et à Saint-Émilion, on peut imaginer tout le trafic qu'il devait y avoir pour aller jusqu'au port, de la ville au port. Ça, c'est évident.